Ma mère a vidé mon compte bancaire pour mon bien et m'a dit de ne pas m'inquiéter, elle savait ce qu'elle faisait. Je n'ai jamais été naïf, mais j'ai longtemps été confiant. Confiant dans l'idée que ma mère, malgré ses jugements parfois abrupts et son obsession pour l'ordre, restait fondamentalement de mon côté. Elle m'avait élevé seule, travaillé de longues années comme secrétaire dans un cabinet d'assurance, et m'avait appris à me débrouiller tôt. Je croyais qu'on avait ce lien indéfectible, vous voyez, le genre de confiance silencieuse qui n'a pas besoin d'être dite. J'avais 22 ans quand j'ai commencé à économiser sérieusement. J'étais en 2e année de fac, je faisais des heures de ménage le soir dans un centre sportif, et les week-ends je bossais dans un entrepôt de fourniture de bureau. Mon objectif était clair, partir étudier 1 an au Canada, faire un master en urbanisme. J'avais tout planifié. Les bourses, les lettres de recommandation, même l'assurance santé internationale. Il ne me manquait qu'un matelas financier solide pour les premiers mois. J'avais ouvert un compte épargne à part, sur les conseils de ma conseillère bancaire. Et j'y déposais tout ce que je pouvais. Je refusais de sortir, je pesais mes courses. En 2 ans, j'avais réussi à mettre de côté près de 7 000 €. Un vendredi soir, je suis rentré plus tôt que d'habitude. Ma mère était dans le salon, la télé allumée mais le regard dans le vide. Elle avait cet air préoccupé qu'elle prenait parfois quand les factures s'accumulaient. Je me suis assis à côté d'elle, pensant qu'elle avait besoin de parler. Mais au lieu de se confier, elle m'a dit : « J'ai fait un truc pour toi. Tu comprendras plus tard. » Je n'ai pas compris tout de suite. Le lendemain, je suis passé à la banque déposer ma paie. Et là, le solde de mon compte épargne affichait 74,38 €. J'ai cru à une erreur. Ou à une fraude. J'ai paniqué. J'ai couru au guichet. La conseillère, une femme douce aux lunettes épaisses, a vérifié les mouvements du compte. Un virement unique, effectué il y a 3 jours. Vers un autre compte portant le nom de « ma mère ». Je ne savais pas quoi dire. Elle m'avait pris tout l'argent. Sans rien me dire. J'ai confronté ma mère le soir même. Elle m'a regardé sans ciller, comme si elle attendait ma réaction. Tu n'allais jamais t'en sortir avec ce plan. Le Canada, c'est trop cher. Tu allais juste t'endetter et revenir plus paumé qu'avant. J'ai utilisé l'argent pour une meilleure solution. Une meilleure solution pour qui ? Ai-je demandé, la voix tremblante. Pour toi, voyons. Elle avait utilisé les 7 000 € pour payer un programme en ligne de coaching entrepreneurial. Quelque chose qu'un ancien collègue à elle proposait, soi-disant, révolutionnaire. Il promettait de m'aider à créer mon avenir, sans passer par les diplômes. Elle m'avait même imprimé le prospectus. Je n'ai rien dit. Pas sur le moment. Je suis allé dans ma chambre, j'ai fermé la porte, et je suis resté assis pendant des heures sans rien faire. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. C'était comme une fracture invisible, un bruit sourd que personne d'autre ne remarque. Je venais de perdre 2 ans d'efforts. Pire encore, c'était elle, ma mère, qui m'avait fait ça. Le lundi suivant, je suis allé à la banque et j'ai ouvert un coffre-fort. Avec ce qu'il me restait de liquide, j'ai commencé à cacher chaque billet, chaque pièce. Plus de comptes partagés. Plus de confiance. Je ne lui ai pas fait de scandale. Je ne lui ai pas crié dessus. Je lui ai simplement dit que je lui pardonnais. C'était vrai, d'une certaine façon. Mais il y avait un détail qu'elle n'avait pas compris. On peut pardonner un vol. On ne peut pas reconstruire une confiance trahie. Et ça, c'était juste le début. Pendant plusieurs semaines, on a continué à vivre sous le même toit comme si rien ne s'était passé. Le soir, elle préparait le dîner, me demandait comment s'était passée ma journée, et me racontait les potins du quartier. Elle agissait comme si elle m'avait offert un cadeau. Comme si j'allais un jour m'éveiller et la remercier d'avoir sauvé ma vie. Je répondais par monosyllabes, un sourire poli quand c'était nécessaire, mais je ne partageais plus rien. Elle ne savait pas que j'avais abandonné le master au Canada. Que j'avais repris les études en ligne à distance pour un diplôme bien plus modeste, mais au moins réaliste. Elle ne savait pas non plus que j'avais commencé à vendre quelques affaires sur Internet, que j'avais trouvé un stage mal payé mes formateurs, ni que je déposais chaque euro gagné dans mon coffre personnel, planqué derrière une cloison du placard. Tout ça, c'était devenu mon monde. Mon petit système de survie. Un jour, je l'ai entendue au téléphone. Elle parlait au fameux coach. Je reconnaissais sa voix grave,
pleine d'assurance, et les mots magiques qu'il utilisait pour rassurer les gens, vision, avenir, potentiel inexploité. Elle lui expliquait que j'étais encore un peu réticent, mais que j'allais finir par comprendre. Elle disait ça comme si j'étais un enfant. Comme si ma vie était une marionnette dont elle tirait les fils. Ce soir-là, j'ai pris une décision. Je suis allé la voir dans la cuisine, pendant qu'elle pliait des torchons. « Maman, je veux que tu me rendes l'argent. » Elle s'est arrêtée net, les torchons toujours dans les mains. Elle m'a regardé comme si je venais de lui parler en une langue étrangère. « De quel argent tu parles ?»« Les 7 000 euros. Ce que j'avais économisé. Je veux les récupérer. » Elle a soupiré. Un long soupir de femme fatiguée de devoir éduquer encore son fils. Cet argent n'a pas été perdu. Il a été investi. Tu ne comprends pas encore, mais un jour, tu verras. Non. Je ne veux pas voir. Je veux que tu me les rendes. Ou au moins que tu me dises où est passé le reste. Un silence. Puis un geste de la main, vague. Le programme est payé. Le reste a servi à régler quelques dettes. Des dettes. Bien sûr. Elle n'a pas menti. Je l'ai su quelques jours plus tard en fouillant dans un tiroir. Une pile de lettres de relance, des factures impayées, des frais de carte bleue. Elle avait pris mon argent pour se sauver elle-même. Le coaching n'était qu'une excuse. Ce n'était pas mon avenir qu'elle avait voulu sauver. C'était le sien. Je n'ai rien dit. Pas encore. J'avais compris que dans cette maison, le silence était ma meilleure arme. Le lendemain, j'ai commencé à chercher un studio. Pas grand, juste de quoi avoir un toit à moi, un lieu sans intrusion. Je n'avais pas encore les moyens. Mais je préparais ma sortie. Elle continuait à croire qu'elle m'avait sauvé de mes illusions. Moi, je construisais en secret la distance dont j'aurais besoin pour me reconstruire. J'ai trouvé une chambre chez l'habitant. Une femme divorcée, calme, la soixantaine, qui louait l'étage supérieur de sa maison en périphérie. Le loyer n'était pas donné, mais c'était tout compris, et elle ne posait pas de questions. J'ai signé pour 3 mois. 3 mois pour respirer ailleurs, me retrouver sans regard pesant ni commentaire sur mon avenir supposément gâché. Le jour du déménagement, ma mère m'a regardé charger ma valise sans dire un mot. Pas de dispute. Pas d'adieu théâtral. Juste un silence, celui qui s'installe quand les choses ont été dites trop tard. J'ai fermé la porte doucement, sans claquer. Même là, je refusais le spectacle. Dans ma nouvelle chambre, il n'y avait qu'un lit simple, une commode bancale et une petite fenêtre qui donnait sur le jardin. J'y ai posé mon coffre, discrètement, sous le lit. Le soir, en m'allongeant, je sentais son poids rassurant sous moi. Ce n'était pas grand-chose, quelques centaines d'euros, mais c'était à moi. Et personne n'y toucherait. Je me suis mis à travailler plus. Un job de nuit dans une supérette, et le stage la journée. Je dormais peu, je mangeais mal, mais chaque fin de semaine, je glissais des billets dans le coffre. Et surtout, je notais tout. Chaque dépense, chaque rentrée. Une habitude née de la trahison. Je voulais avoir un œil sur tout, ne plus jamais me faire surprendre. Un soir, elle a appelé. Ma mère. La première fois depuis mon départ. « Tu manges bien ?» a-t-elle demandé, comme si c'était encore son rôle de s'en inquiéter. J'ai répondu brièvement. Elle a voulu me parler du programme, de ses progrès, de ses contacts. Je l'ai laissé parler. Puis, avant de raccrocher, elle a dit « Tu verras, tu me remercieras un jour. » J'ai raccroché sans répondre. Les semaines ont passé. J'ai décroché un petit contrat dans un cabinet d'urbanisme. Moins payé que le stage, mais stable. Le patron m'a proposé un CDD de 6 mois. Pour la première fois, j'avais une forme de sécurité. Et je n'en ai parlé à personne. C'était devenu une règle, plus de confidence, surtout pas à elle. Un samedi matin, alors que je faisais mes comptes dans un carnet noir, j'ai vu un message s'afficher sur mon écran, « Besoin de te voir. » C'est important. Signé, maman. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai attendu 3 jours. Puis je suis passé devant l'appartement, par curiosité. Les volets étaient clos. Une lumière au fond du couloir. Et sur la boîte aux lettres, des papiers dépassaient. Elle avait des soucis.
Peut-être financier. Peut-être autre chose. Une part de moi avait envie de frapper. De poser des questions. Une autre savait que je ne devais pas. Je suis reparti sans sonner. Et j'ai ajouté un billet de 50 € dans mon coffre, comme pour me rappeler ce que je construisais. Ce jour-là, j'ai compris que je ne voulais pas revenir en arrière. Même si elle demandait pardon. Même si elle me disait qu'elle avait tort. Parce qu'il ne s'agissait plus d'argent, ni même de trahison. Il s'agissait de moi. De la façon dont j'allais me relever. Seule. Elle a réapparu un matin de février. Je sortais de la supérette, la veste encore humide de condensation, les poches pleines de tickets de caisse et les jambes lourdes. Elle m'attendait sur le trottoir, juste en face, emmitouflée dans un manteau trop fin pour la saison. Elle avait maigri. Ses cheveux, autrefois tirés en chignonnette, retombaient en mèches plates sur ses tempes. « On peut parler ?» a-t-elle demandé. Je n'ai rien dit. Juste hoché la tête, l'invitant à marcher. On s'est assis sur un banc, à côté d'une aire de jeu déserte. Le froid rendait les choses irréelles. Elle a frotté ses mains gantées l'une contre l'autre. Puis elle a commencé à parler. Je croyais faire ce qu'il fallait. Pour toi. Pour nous deux. Je pensais que si je prenais les devants, tu verrais que tu pouvais me faire confiance. Je l'ai écoutée sans l'interrompre. Elle ne cherchait pas à se justifier. Pas vraiment. Elle se débattait dans une mer de regrets qu'elle ne savait pas nommer. Le programme était une escroquerie, a-t-elle avoué. Je m'en suis rendu compte trop tard. Ils ont coupé les accès, supprimé les vidéos, et le coach, disparu. Plus personne ne répond. Elle a laissé échapper un petit rire sec. Et moi, j'ai tout perdu. L'argent, le peu d'assurance que j'avais, et toi. Elle m'a regardé. Vraiment regardé, pour la première fois depuis des mois. Ses yeux brillaient, mais elle ne pleurait pas. J'ai senti une boule dans ma gorge, mais elle ne venait pas de la compassion. C'était autre chose. Un mélange de lassitude et d'un vieux chagrin que je ne savais pas encore digérer. « Je ne veux pas que tu me pardonnes », a-t-elle murmuré. « Je veux juste que tu saches que j'ai compris. » Elle s'est levée doucement. « Tu n'as pas à m'aider. Je trouverai un moyen. » J'ai vendu quelques bijoux, j'ai repris des heures à la bibliothèque municipale. J'aurai peut-être une place à temps partiel bientôt. Elle a commencé à s'éloigner, puis s'est retournée. Je suis désolé. Je suis resté assis longtemps après son départ. Il n'y avait rien à ajouter. Rien à conclure. Elle avait tout dit. Ou plutôt, elle avait enfin dit ce qu'elle n'avait jamais su formuler auparavant, qu'elle m'avait vu comme un projet, pas comme une personne. Et qu'en me protégeant, elle m'avait trahi. Je suis rentré chez moi, j'ai ouvert mon coffre, j'ai compté encore une fois. L'argent était là. Mais ce jour-là, ce n'est pas ce qui m'a rassuré. C'était la certitude que je ne dépendais plus d'elle. Ni de ses décisions. Ni de ses regrets. J'avais grandi dans l'ombre d'une mère qui croyait savoir mieux que moi. Et j'étais en train d'en sortir. Pas par défi. Pas par vengeance. Juste parce que c'était devenu nécessaire. Le printemps est arrivé sans crier gare. Les magnolias de la rue principale ont fleuri en une semaine, recouvrant les trottoirs d'un tapis rose pâle. J'avais trouvé un studio minuscule, au 4e étage d'un immeuble sans ascenseur. Une pièce, un évier, un matelas au sol. Ça sentait le plâtre et l'humidité, mais c'était chez moi. Ma mère a continué à m'écrire. Des messages sobres. Parfois une question sur ma santé, parfois une remarque anodine, les lilas du jardin ont repoussé. Je répondais rarement, toujours par politesse, jamais par envie. Je lui laissais la porte entr'ouverte. Mais je ne franchissais plus le seuil. Puis un dimanche, elle m'a demandé si je pouvais passer. Juste une heure. Pour la chaudière, disait le message. J'ai hésité. Longtemps. Et j'y suis allé. La porte était entr'ouverte. L'appartement semblait plus petit que dans mes souvenirs. Les rideaux, d'habitude tirés, laissaient passer une lumière crue sur les meubles ébréchés. Elle m'a accueilli avec un sourire presque timide, comme une invitée dans sa propre vie. Merci d'être venu. Je n'arrive plus à faire fonctionner le chauffage. Je me suis penché sur la chaudière, j'ai vérifié les réglages, purgé un radiateur. Elle m'observait sans parler.
Quand j'ai terminé, elle m'a proposé un café. J'ai accepté. Ce n'était pas un retour. Juste un geste. Dans la cuisine, tout semblait figé. Les mêmes rideaux à fleurs, les mêmes bocaux poussiéreux au-dessus de l'évier. Elle a posé 2 tasses sur la table. Tu sais, je garde ton ancienne chambre vide. Pas pour que tu reviennes. Juste parce que je n'arrive pas à en faire autre chose. Je n'ai pas répondu. J'ai bu une gorgée de café tiède. Elle a continué. J'ai compris trop tard que l'amour, ce n'est pas contrôler. C'est laisser partir sans craindre de perdre. Elle parlait doucement, comme si elle récitait une leçon apprise dans la douleur. Elle ne me demandait rien. Pas de pardon, pas de retour. Juste d'entendre. Et cette fois, j'ai écouté. Avant de partir, elle m'a tendu une enveloppe. À l'intérieur, un billet de 50 €. Ce n'est pas beaucoup. Mais je voulais te rendre quelque chose. Même un début. J'ai regardé l'enveloppe, puis ses mains tremblantes. Tu n'as pas à faire ça, ai-je dit. Elle a souri. Un sourire fatigué, mais sincère. Peut-être. Mais moi, j'en ai besoin. Je suis reparti avec l'enveloppe dans la poche. Je ne l'ai pas ouverte ce soir-là. Ni le lendemain. Je l'ai glissée dans le coffre, entre 2 carnets de comptes. Pas pour l'argent. Pour ce qu'elle représentait. Une tentative. Un début de quelque chose que l'on ne peut pas réparer, mais que l'on peut peut-être, à force de silence et de gestes simples, apprendre à regarder autrement. Quelques mois plus tard, j'ai reçu une lettre. Pas un message, pas un mail. Une lettre, manuscrite, avec mon nom écrit soigneusement sur l'enveloppe. Elle venait d'un notaire. Ma mère avait été hospitalisée brièvement, pour une chute sans gravité, et avait décidé de rédiger un testament, au cas où. Elle y listait ce qu'elle possédait au peu de choses en vérité, mais le document avait surtout une fonction symbolique. Elle y écrivait que si quelque chose devait lui arriver, elle souhaitait que je garde la maison. Je l'ai lu 2 fois. La première avec curiosité, la seconde avec une forme de malaise. La maison. Celle où elle m'avait volé. Celle d'où j'étais parti. Celle où elle avait gardé ma chambre vide. Elle n'essayait pas de se faire pardonner. C'était plus subtil que ça. Une manière de dire, je n'ai pas su t'accompagner, mais je ne veux pas t'exclure. Je ne l'ai pas appelée. Pas tout de suite. J'ai laissé passer une semaine, puis je me suis présenté devant sa porte. Elle m'a ouvert avec cette retenue nouvelle, cette prudence qui, chez elle, remplaçait les excuses. On a parlé peu, mais sans gêne. Elle m'a montré des photos d'elle avec ses collègues de la bibliothèque. Elle m'a dit qu'elle avait recommencé à lire. Qu'elle allait bien, mieux, même si l'argent manquait. Elle ne m'a rien demandé. Elle n'a pas évoqué le testament. Quand je suis parti, elle m'a suivi jusqu'à la porte. Tu n'es pas obligé de garder cette maison, tu sais. Fais ce que tu veux. C'est juste que, j'avais besoin que tu saches qu'elle pourrait t'appartenir. Si tu le voulais. J'ai dit merci. Rien d'autre. Sur le chemin du retour, je me suis souvenu de la première fois où elle m'avait parlé de l'achat de cet appartement. J'avais 12 ans. Elle avait dit, ce n'est pas grand, mais c'est à nous. Elle l'avait dit avec fierté, avec cette voix un peu trop forte qu'elle prenait quand elle voulait se convaincre elle-même. Aujourd'hui, je comprenais mieux ce qu'elle avait tenté de faire. Elle n'avait pas volé mon argent par malveillance. Elle avait paniqué. Elle avait voulu m'épargner des échecs qu'elle croyait inévitables. Et elle s'était trompée. Spectaculairement. Mais son erreur avait été humaine, terriblement humaine. Je n'ai jamais rouvert mon compte épargne. Le coffre est resté dans mon studio, même après que j'ai trouvé un emploi stable et un vrai appartement. Il est toujours là. Avec les billets soigneusement rangés, les carnets, l'enveloppe qu'elle m'a donnée. Je n'ai pas touché à cet argent. Pas une seule fois. Il ne représente plus une réserve. Il représente ce que j'ai appris. Ce que j'ai traversé. Ce que je ne veux plus jamais perdre. Ma mère et moi, on se voit parfois. Un déjeuner, un appel, un anniversaire oublié puis rattrapé. On ne parle jamais de l'argent. Ni du Canada. Ni du jour où tout s'est effondré. Et c'est bien ainsi. Certaines choses ne se réparent pas. Elles se dépassent. Pas dans le bruit. Pas dans les grandes réconciliations.
mais dans ce que l'on choisit de ne plus reproduire.